La princesse aux 1001 perles de Guylaine Roman et Bertrand Dubois aux éditions de La Martinière. Dans un royaume oublié d'un continent à jamais perdu, naquit, il y a fort longtemps, une enfant que l'on nomma Kounilé. Elle était fille de roi, mais un destin tragique lui arracha père et mère par une nuit de sombre tempête. Une nourrice veilla sur elle, partageant son sein entre son propre fils et cette petite princesse, devenue orpheline avant même sa première dent de lait. Le conseil des anciens confia à son oncle, le ténébreux Chayan, le destiné du pays, en attendant que Kounilé fût en âge de monter sur le trône. Désormais régent, il s'engagea à respecter la tradition dite des 1000 perles qui garantissait depuis des siècles la prospérité de l'Empire. L'enfant vécut ainsi, entouré de la tendresse des serviteurs qui, tous, avaient à cœur de lui faire oublier le chagrin de sa naissance. L'amitié qui la liait à Kamar, le fils de sa nourrice, fut pour elle le plus doux des réconforts. C'était un garçon solide et tendre, merveilleux compagnon de jeu, avec qui elle passait des journées radieuses à poursuivre les hirondelles à travers les oliveraies. Le jour de ses 7 ans, Kounilé fut appelé devant le conseil des anciens. « Votre grâce, vous voici parvenu à l'âge de raison, » déclara la doyenne. « Il est temps pour vous de connaître nos lois. À votre naissance, une perle rapportée des îles australes a été placée sur un fil d'or que je vais à présent nouer à votre cou. » La fillette ne put réprimer un cri de joie, mais son oncle l'interrompit d'un geste. La doyenne poursuivit. « Chaque fois que vous manifesterez votre intelligence et votre sagesse, des perles viendront s'ajouter à celles-ci. Et quand votre collier en comptera 1000, princesse, cela signifiera que vous serez prête. » « Mais comment est-ce possible ?» souffla l'enfant. « Y a-t-il là une sorte de magie ?» La doyenne approuva d'un hochement de tête. « C'est la magie qui a permis à notre peuple de n'être gouverné que par des souverains aux qualités exceptionnelles. Le collier de votre père fut rendu à la mère quand il quitta ce monde. Il en va ainsi à chaque génération. Le temps nous a appris que personne n'hérite de la sagesse de ses parents. » C'est ainsi que commença, pour Kounilé, une période d'apprentissage nommée pousse-perle. Chaque habitant pouvait, à tout instant, interrompre la promenade ou le repas de la princesse pour l'interroger ou lui faire découvrir un aspect de sa vie. Les tisserands venaient parler de leur art, les jardiniers de leurs semis, les architectes de leurs plans. Kounilé écoutait tout le monde avec gentillesse, se montrant aussi admirative qu'intéressée. Et chaque matin, quand sa nourrice sortait le collier de son coffret de palissandre, on constatait avec plaisir que le nombre de perles ne cessait de croître. Le seigneur Chayan observait les progrès de sa nièce avec inquiétude. La régence durait depuis près de 15 ans, quand il réalisa qu'il avait pris goût au pouvoir. Peu à peu, des pensées noires vinrent lui ôter le sommeil. Il se voyait roi, exerçant une autorité sans partage sur le pays, menant ses armées à la conquête de nouveaux territoires. Mais il ne pouvait se résoudre à faire disparaître cette jeune fille dont le visage lui rappelait tant celui de son frère, le glorieux roi Taher, trop tôt disparu. Un matin, il se rendit auprès du conseil et déclara : « Notre princesse ne connaît que fort peu l'empire sur lequel elle va régner. Ne devrait-elle pas partir à la rencontre des habitants de nos provinces ?
Ne pourrait-on organiser une expédition qui l'amènerait au-delà des grands lacs et des montagnes bleues ? Le projet fut approuvé. Kounilé l'accueillit avec d'autant plus de joie que Camar avait été autorisé à l'accompagner. Au début du printemps suivant, le jour fixé par l'astronome royal, la caravane princière prit la route de l'Est, droit vers les montagnes. Kounilé et Camar chevauchaient en tête. Derrière eux, une douzaine de dromadaires portaient les innombrables présents destinés aux dignitaires des provinces qui seraient visités. Le collier comptait à présent 3 rangs de perles que la princesse cachait contre son cœur. Secrètement, Cheyenne espérait une avalanche, un tremblement de terre, une chute mortelle dans une crevasse de glacier ou même une attaque de brigands. Il priait pour que le destin funeste qui avait eu raison du couple royal s'acharne maintenant sur leur fille. Ce qu'il n'avait pas le courage de faire, il demandait au ciel de l'accomplir. Le lendemain de son départ, le convoi fit halte à l'ombre d'une plantation d'amandiers. L'air embaumé et partout bruissé d'insectes, Kounilé resta un moment à observer le travail d'une famille qui installait des ruches de paille tressées au pied des arbres, puis s'éloigna pour une promenade aux côtés de Camar. Celui-ci tendait la main pour cueillir un rameau en fleurs, quand une abeille, dérangée par son butinage méticuleux, le piqua cruellement au doigt. « Pourquoi faites-vous courir un tel risque à vos enfants » demanda Kounilé à la femme qui s'était précipitée pour soigner le jeune homme. « Les abeilles peuvent être dangereuses. »« Il est vrai, votre grâce, » expliqua la paysanne, « mais sans elles, nos amandiers ne donneraient pas de fruits. Ce sont elles qui, transportant le pollen d'une fleur à l'autre, assurent notre survie. » Cela donna fort à penser à la jeune princesse. Chaque créature du royaume avait-elle un rôle aussi essentiel ? S'il en était ainsi, saurait-elle les protéger toutes ? Les cols enneigés des montagnes bleues furent franchis sans encombre. Un soir, la caravane fit étape sur les rives d'un grand lac. Kounilé posa 1000 questions sur la vie des habitants et observa les bateaux qui revenaient au port, chargés de minuscules poissons frétillants. « As-tu vu, Camar, comme ces poissons sont petits ? N'y a-t-il pas un danger à ainsi priver le lac de ses alevins ?»« Il est vrai, votre grâce, reconnut un vieil homme, que nos pêches sont moins abondantes que jadis. »« Peut-être devriez-vous tisser les filets en mailles plus larges ?» proposa Kounilé. « Ainsi les poissons les plus jeunes pourront s'échapper et vous les ramènerez que les plus gros. D'ici quelques saisons, je gage que les eaux du lac seront redevenues aussi riches qu'autrefois. » Les pêcheurs trouvèrent ces recommandations très sages et des ordres furent aussitôt donnés pour qu'elles soient suivies à la lettre. Au sortir d'une forêt immense, la piste déboucha un jour sur une vallée plantée de cerisiers. La saison des cueillettes était proche et déjà les fruits rougissaient. Des archers saluèrent l'arrivée de leur future souveraine par une volée de flèches décochées vers le ciel. « N'est-il pas étrange, Camar, de faire garder des arbres par des soldats en armes ?» Interrogé sur ce point, un jeune sergent répondit « Ces maudits oiseaux volent la récolte. Les villageois nous ont engagés pour les abattre. » Kounilé ne put cacher son émotion. Elle pensait aux huppes, aux gobe-mouches qui nichaient dans les palmiers de la citadelle et aux rossignols qui avaient enchanté ses nuits d'enfant. N'y a-t-il pas un moyen de les effrayer plutôt que de leur donner la mort ? Qu'on fasse venir des peintres et des sculpteurs, qu'on fabrique des champs en bois pour les installer dans les branches, et qu'on peigne des faucons sur des drapeaux qu'on accrochera ici ou là. Ainsi, j'en suis sûre, les oiseaux ne s'approcheront plus. Puis, après un temps de réflexion, elle ajouta « Et réservons pour eux une rangée au bout de chaque parcelle. Pourquoi ne pourraient-ils pas se régaler de ces fruits délicieux eux aussi ?» Les villageois s'empressèrent d'exécuter les instructions de la princesse, et les archers abandonnèrent avec joie leur âme pour se joindre à eux.
L'expédition princière était en route depuis presque une année. Partout, Kunile avait été reçue avec égard et bienveillance, et partout elle avait fait montre de délicatesse et de curiosité. C'est ce que ce Cheyenne apprit au début de l'hiver par un marchand de passage. Le pousse-perle se déroule à merveille, monseigneur, précisa l'étranger, et le collier serait déjà fort long. Quand Cheyenne comprit que Coulinet avait gagné le respect de ses sujets, une rage froide durcit ses mâchoires. Il voulait être roi, et ferait tout pour parvenir à ses fins. Il savait ce qu'il lui restait à faire. En secret, il leva une armée. Au retour de Kunile, le conseil fit annoncer que le comptage des perles aurait lieu dès la prochaine lune. Il restait 28 jours pour faire de cette cérémonie un moment historique, un de ceux qui restent à jamais gravés dans les cœurs. Pendant les préparatifs, la jeune fille s'isolait souvent au sommet de la citadelle comme pour saluer ces paysages qui lui étaient si chers maintenant. Jamais encore sa vie ne lui avait semblé aussi douce et pleine d'espoir. Mais un soir, lorsqu'elle poussa la porte de sa chambre, son sang se figea. Sa chère nourrice se tenait au milieu des meubles renversés et les servants en émoi tentaient en vain de les réconforter. « Nous étions là voir, votre grâce. Oh, ma douce enfant, je ne sais pas comment vous dire, sanglota la vieille femme. » À cet instant, le regard de Kunile se posa sur le coffret de palissandre qui gisait sur le pavé de marbre. Ses charnières avaient été forcées. Le collier avait disparu. Alerté par les cris, Camar se précipita et comprit le drame qui se jouait. « Princesse, ô princesse, ne renoncez pas, soyez notre souveraine malgré tout, se plia-t-il. »« Hélas, mon ami, il peut en être ainsi, répondit Kunile en retenant ses larmes. Nos lois sont formelles, je n'ai pas su garder le collier, je ne serai pas reine, le destin a décidé ainsi. » Camar s'agenouilla pour la première fois depuis bien des années, osa déposer un baiser sur la main de la princesse. Renoncer au trône représentait un sacrifice immense pour Kunile, et il ne l'admira que davantage. Cheyenne, quant à lui, eut bien du mal à réprimer un sourire de joie lorsqu'on lui annonça la triste nouvelle. Son attitude ne manqua pas d'intriguer Camar, qui décida sur-le-champ d'interroger les gardes. Il apprit d'un petit page apeuré que des hommes s'étaient introduits dans la chambre avant de s'enfuir en toute hâte. Le garçon avait aussi entendu l'ordre donné par Cheyenne. Les perles allaient être dispersées aux 4 coins de l'Empire. Quand Kunile entendit ce récit, un poignard lui transperça le cœur. Son oncle l'avait trahi. Elle passa de douloureuses journées dans les jardins, marchant le long des remparts et confiant sa peine aux nuages qui défilaient. Pourquoi n'avait-elle pas fait protéger le collier par des soldats? Pourquoi n'avait-elle pas compris que la jalousie dévorait l'âme de son oncle? Le vent emporta la nouvelle du malheur de Kunile. Ce fut comme un frisson qui se répandit et émut jusqu'aux plus petits animaux de l'Empire. Oiseaux, poissons, insectes, tous entendirent le message et se mirent aussitôt à la recherche des perles dans les profondeurs des lacs ou les taillis des forêts. Jour après jour, nuit après nuit, sous un soleil bienveillant ou à la lueur d'une lune complice, de mystérieuses processions d'animaux s'organisèrent et convergèrent vers la citadelle. Au matin du 28e jour, la princesse Kunile pénétra dans la cour d'honneur, où une foule émue l'attendait. Les membres du conseil l'accueillirent dans un silence de pierre. « Vous nous voyez désolé, votre grâce, » commença la doyenne. Mais un éclat particulier dans le regard de la jeune fille l'arrêta. Camar s'avança lentement, déposa sur le dallage une coupe d'or fin, puis ouvrit la grille qui donnait sur les orangeraies. Un bruissement se fit entendre,
gonfla et se transforma en un bourdonnement continu et assourdissant. Commença alors le plus étonnant des cortèges. Qui sautillant, qui volant, qui rampant, une multitude bigarrée défila sous les yeux médusés de l'assistance. Fourmis, abeilles et hannetons dorés, lézards, geckos et salamandres, tangaras et colibris, grenouilles et papillons, tous apportaient les perles dispersées par les hommes de Cheyenne. Ils les déposèrent une à une dans la coupe, et quand enfin ils s'en retournèrent vers les montagnes, leur vrombissement s'éteignit peu à peu. Une clameur s'éleva alors jusqu'aux plus hautes tours, et Kunilé, pleine de gratitude, s'inclina. Le conseil des anciens procéda aussitôt au comptage des perles. Comme tout le monde l'espérait, elles étaient bien 1000. La doyenne l'annonça solennellement et la foule se prosterna. Puis Kunilé, reine à présent, s'adressa à son oncle. « Seigneur Cheyenne, votre crime est grand. Vous avez volé un bien royal et, selon nos traditions, vous méritez la mort. » Un murmure traversa l'assistance, et 2 gardes vinrent se placer de part et d'autre de Cheyenne, dont le visage se figea en une grimace d'effroi. Elle poursuivit. « Cependant, vous êtes mon oncle, le frère du père que je n'ai pas connu. Je vous ordonne, à cet instant, de vous embarquer pour les lointains et de ne jamais reparaître sur notre sol. Quant à vous, Camar, pour vous remercier de votre tendre fidélité, je vous nomme grand gardien des perles et des lois anciennes. » Un son cristallin se fit alors entendre, et les regards se tournèrent d'un même mouvement vers la coupe d'or qui étincelait au soleil. La magie venait d'opérer encore. Par la bonté et la bienveillance de la jeune reine, une nouvelle perle était apparue. Selon les usages du pays, le conseil décida de nommer la souveraine Kunilé la Grande, mais tout au long de sa vie et dans les pages des livres d'histoire, le peuple ne la connut plus désormais que sous le nom de princesse aux 1001 perles.